Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo des Gaulois du catch. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo miroir pour débattre sur Triple H. Est-ce que c'est un bon booker ou un mauvais booker? Du coup, pour cette vidéo, je ne serai pas tout seul, je serai en compagnie de Seb. Salut à tous, salut les lapins. Et on va aborder 5 points. Alors, le premier point sera les clans et les factions. Le deuxième point sera la gestion des call-ups de NXT vers le main roster. Et le troisième point, le booking à long terme. Le quatrième point, on abordera la division féminine. Et le cinquième point, les PLE. Donc voilà comment ça va se passer. Bref, pour la première partie, les clans et les factions, je laisse Seb commencer. Donc Seb, vas-y, commence. Alors pour les clans et les factions, c'est vrai que je vois beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux par rapport au fait qu'il y a peut-être trop de clans, trop de groupes, alors qu'à l'époque il n'y en avait pas du tout, et ça c'était une mauvaise chose du coup pour beaucoup, mais maintenant il y en a trop. Mais moi ça me plaît, et ça me plaît dans le sens où au final ça permet de caser des catcheurs qui n'ont pas un booking assez conséquent pour qu'on puisse les voir. Alors vous me direz, pas tous les catcheurs ont une exposition, pas tous les clans ont une exposition énorme, mais n'empêche que ça leur fait faire un truc et ça peut faire des trucs divertissants. Genre Carlito, s'il n'était pas en collaboration maintenant avec le Judgment Day, on ne sait pas ce qu'il ferait. Et ça marche parce que les fans adorent ces petits segments, adorent ces petits caméos avec le Judgment Day, et c'est ça qui est cool. Après, là où je vous rejoins, c'est que les clans heal sont mieux bookés, et c'est parce que c'est certainement plus facile à booker parce qu'il y a plus d'histoires à raconter avec les coups de traîtrise, avec les trahisons et tout, plutôt que les clans face où tout est beau, tout est gentil. Par exemple la LWO ou dirigé par Rey Mysterio qui s'est fait trahir 500 fois, mais qui voilà reste toujours gentil. Mais malgré ça, je pense que ça ramène un plus. À la New Japan, par exemple, on prend l'exemple, bon, c'est vrai que c'est pas pareil, mais quand même, c'est un des catchs qui se fait le mieux au monde. Ils ont quasiment que des clans et ça marche. Ils ont tous eu des titres. Et après, voilà, c'est un chemin à prendre sur le long terme. Il va falloir faire des efforts du coup pour avoir une meilleure exposition pour tous les clans, qui soient mieux bookés. Et ça permettra du coup à beaucoup de catcheurs de pouvoir s'épanouir. Certains du coup qui mériteraient mais qui n'ont pas assez de temps d'antenne. Et le seul truc que je regrette, c'est pas avoir vu des affrontements par exemple entre un Judgment Day, Test-Face et la Bloodline originelle. Et bon, ça peut-être on aura dans le futur avec une réunion, je ne fais pas de soucis. C'est un truc qui pourra parler dans le booking à long terme dont on reviendra après. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me plaît et j'espère qu'on aura toujours des petits clans, un nombre conséquent de clans dans le futur. Ok, du coup maintenant moi je vais donner mon avis sur les clans et les factions. Alors à l'époque il y avait beaucoup de clans quand c'était l'Attitude Era, après on est passé vers une période où il y avait de moins en moins de clans. Entre 2010 et 2019, il n'y avait pas trop de clans, il y avait la Wyatt Family, The Shield, mais sinon dans le main roster il n'y avait pas tant de clans que ça. Et le problème maintenant c'est qu'on est passé de quasiment un ou deux clans en 10 ans à que des clans. Et trop de clans, ça tue les clans. C'est bête à dire, mais c'est vrai. Et en fait, quand tu mets des gens, pour mettre des gens dans un clan, c'est un mauvais délire. C'est-à-dire que, on va prendre l'exemple du Final Testament. Tu mets des mid-quart d'heure ensemble parce que tu sais pas quoi en faire, ça mène à rien du tout. Rétribution, c'est le même délire. Tu mets plein de bons mid-quart d'heure ensemble parce que tu sais pas quoi en faire, ça part bien. Sauf qu'après, tu sais pas comment les booker, du coup, t'en fais n'importe quoi et tout le monde est déçu. Pareil, il y a des clans qui les avaient call-up. Sanichi, ça marchait très bien NXT. Ils les ont mis dans le main roster. Ça a flop total parce qu'ils les ont pas utilisés. Ils ont séparé le Hurt Business à un clan qui marchait super bien. C'est-à-dire que là, t'avais un bon clan identifié qui était nickel, qui marchait bien. Pour au final, 2 ans après, faire une sorte de Hurt Business bis qui a totalement flop. Ils ont turn Montesford et Angelo Dawkins. Après, ils ont return dans l'autre sens. Ils ont fait n'importe quoi. Alors, des clans, avoir 2-3 clans forts, bien en place, ok, ça pourquoi pas, y a pas de problème. Mais quand tu fais trop de clans, j'ai l'impression qu'en fait, tu te perds dedans. Et c'est des clans qui n'ont pas d'intérêt. C'est-à-dire que l'intérêt du Final Testament aujourd'hui, c'est zéro. C'est que dalle, c'est vraiment aucun intérêt. Le Judgment Day, ça a un intérêt. La Bloodline, ça a un intérêt. La LWO, ça avait un intérêt sur le court terme. Maintenant, ça a plus vraiment d'intérêt. Le seul intérêt que ça avait, c'était pour faire la rivalité entre Rey Mysterio et Santos Escobar. Au final, c'est même pas une rivalité qu'ils ont poussé à fond, elle a un peu flop. Santos Escobar, ils ont fait n'importe quoi avec lui, mais ça on y reviendra plus tard. Mais pour qu'ils reforment Legado del Fantasma après, genre vraiment c'était complètement débile. Du coup, moi vraiment, Hunter pour les clans, je trouve que vraiment c'est une mauvaise gestion de sa part. Donc c'est dommage, mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Bon, du coup, on a fini pour le point numéro 1 et maintenant on va passer à la discussion pour voir si on peut mettre nos avis un peu en commun, je sais pas, se mettre un peu sur la même ligne, quoi. Donc toi, qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de dire? En fait, déjà, les arguments de Sanity et Retribution, moi je trouve valable parce que c'est vrai du coup que ça a flop. Mais en fait, c'est pas le booking de Triple H, c'est le booking de Vince qui les a fait flop. Déjà, ouais, c'est pas par rapport à Triple H. Après, je te rejoins par rapport à The Final Testament. Mais j'ai l'impression, perso, que c'est plus en fait un rejet envers Karrion Kross. Le gars, franchement, depuis qu'il est dans le main roster, même avant son premier licenciement,
son licenciement tout court d'ailleurs, il avait pas accroché à cause de, il avait pas intéressé les gens à cause de sa nouvelle gimmick, et il a perdu en crédibilité, j'ai l'impression. Et maintenant, je pense qu'il peut faire tout ce qu'il veut avec Karrion Kross, se mettre dans un clan qui, même qui marcherait bien, il n'y aurait pas l'étincelle avec les fans. Mais n'empêche que l'idée du clan, à la base, moi je trouvais sympa parce que The Author of Pain, c'est une équipe que j'ai toujours appréciée, c'est une équipe powerhouse qui sait sortir des gros matchs. Pour les ring en plus en manager, ça a NXT, c'était banger. Donc moi je m'y attendais, mais au final, est-ce que c'est pas Karrion Kross qui tire le clan vers le bas? Est-ce que The Author of Pain ne devrait pas revenir en équipe avec Paul Ellering en tant que manager? Ça aussi c'est un débat à faire, mais je pense que vraiment c'est Karrion Kross qui un peu tue le tout, quoi. Et ensuite pour les clans mexicains, donc les Legado del Fantasma et LWO, je suis assez d'accord que le booking de Santos Escobar laisse un peu à désirer. Après, est-ce que c'est pas par rapport au catcheur mexicain qui, à part Rey Mysterio encore, est d'origine mexicaine, ne réussit pas tellement à s'imposer à la WWE? Enfin, c'est vrai que c'est dommage, qu'il y aurait peut-être plus de choses à approfondir, plus de crédibilité à donner à ce clan, mais c'est vrai que maintenant on aimerait du coup qu'ils terminent leur histoire avec la LWO, parce qu'il y en a marre, quoi. Donc je suis assez d'accord sur ce point. Mais ouais, je compte pas trop du coup Retribution et Sanity parce que vraiment c'était Vince à l'époque. Ouais, mais en fait, Rétribution, ce que je voulais dire, c'est faire le parallèle entre Final Testament, c'est-à-dire qu'ils ont mis des mid-carders ensemble pour au final rien en faire, tu vois. Cincinnati, oui, c'était Vince. En fait, genre, Hunter, il a pris un peu la continuité du booking, genre, des clans bizarres un peu, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, il met des clans, mais il en fait pas grand-chose. Ouais, je vois. Donc, le truc de faire des clans pour faire des clans, moi, j'ai un peu du mal en vrai. Après là, ouais, au final il y a une hiérarchie dans les clans en fait, il y a les clans main eventer on peut dire. Donc du coup la Bloodline, le Judgment Day et voilà, un clan par roster au final. Les clans un peu de mid-carder, la LWO, puis apparemment le clan de Joe Burke et la Legado del Fantasma. Après est-ce qu'on peut encore compter Imperium comme un clan maintenant qu'ils sont plus que deux? Je pense pas. Mais c'est vrai que c'était un gros clan qui avait de l'avenir aussi. Donc tu vois, au fur et à mesure que l'histoire elle se poursuit, il y a des clans qui se dissouent. Par exemple le Judgment Day, je pense pas que ça va durer encore 20 ans, à moins que on verra dans les prochaines semaines. On enregistre avant Raw, donc on verra. Mais dès que Lee Morgan va rejoindre et que le clan perdurera, mais je pense pas que ça va durer encore longtemps à titre perso. Mais ouais, je comprends tes arguments, mais je pense que c'est sur le booking à long terme qu'on va voir les résultats. On en parlera après de toute façon. Alors pareil, je vous avais même pas pensé à Imperium, mais justement je veux revenir sur ça. T'as un clan qui marchait bien, t'avais deux super mecs avec qui t'aurais pu faire gagner les titres par équipe ou quoi. T'en as rien fait, t'as Kaiser qui a défoncé Giovanni Vinci. Bon au final les deux sont un peu blessés apparemment, mais du coup c'est vraiment une séparation qui avait aucun sens ça. Genre c'est... Il a un truc qui marche bien, mais il les sépare pour séparer. C'est vrai que j'aurais préféré une séparation de la LWO plutôt que Imperium. C'est vrai que j'aurais préféré. Après, ça fait trop de clans heal peut-être, je sais pas. Bon, on va passer à la partie 2, la gestion des colocs. Et du coup, je vais commencer pour la gestion des colocs. Alors, comment dire? Hunter, quand il était à NXT, franchement, la gestion, elle était parfaite. On a souvent reproché à Vince McMahon de mal gérer les talents qui coloquent d'NXT. Hunter, en réalité, il a bien géré Braun Breaker parce que c'est un style qui est facile à gérer. Ilya Dragunov, il le gère plutôt bien. Mais on va prendre le cas de Santos Escobar, qui est un cas qui me tient vraiment à cœur. C'est-à-dire que le mec est un bon catcheur, le mec est charismatique, il parle bien au micro. C'est un des rares catcheurs mexicains qui sait parler au micro. Il en a rien fait, il l'a complètement tué au niveau du booking, il a fait n'importe quoi avec lui. Je pense que c'est son plus gros flop depuis qu'il est arrivé. C'est-à-dire que t'avais un mec qui avait tout, t'avais de l'or dans les mains et t'en as rien fait. Après, on prend Andrade. Alors Andrade, il est revenu parce qu'il y avait Hunter. Donc c'est pas vraiment un coloc, mais c'est un mec qui vient d'NXT à la base, qui est parti à la EW, qui est revenu parce qu'il y avait quand même Hunter. Et Charlotte Flair et tout, etc. Bref, il revient. Et le mec il est champion speed, c'est-à-dire que tu vois il en fait toujours rien. Donc moi je pense que Hunter déjà il a du mal à booker des catcheurs mexicains. Bon peut-être il a du mal, c'est pas grave tu vois. Pareil Ricochet il est resté sous le booking de Hunter. C'est quand même un mec qui de base vient de NXT. Sous Triple H il a rien fait du tout, ça a pas marché non plus. Du coup c'est quand même dérangeant. Après il y a le cas Carmelo Hayes. Carmelo Hayes c'est récent, c'est comme Dragunov et Braun Breaker, donc on peut pas trop juger. Mais Braun Breaker c'est vraiment pour l'instant son point fort, sa réussite. Carmelo Hayes ça va. Mais après, il y a aussi le problème du public. C'est-à-dire que le public, il y a aussi un problème. C'est qu'ils ont l'impression que si le mec ne gagne pas tout de suite, c'est un problème. Alors, ça ne se gère pas comme ça. S'il y a Dragunov, il perd un match, c'est normal. Il vient d'arriver, il peut pas défoncer tout le monde. Pareil pour Carmelo Hayes. Mais je trouve que on lui laisse passer des trucs et que il a quand même foiré avec beaucoup de call-up qu'il aurait pu mieux gérer. Du coup, moi, je suis un peu déçu. Surtout pour Santos Escobar. Vraiment, Santos Escobar, c'est un truc... ça m'a déchiré mon petit cœur. Voilà.
Bah déjà pour commencer, je suis assez d'accord avec toi sur le public. C'est vrai qu'il faut arrêter du coup que dès qu'un nouveau arrivant ou un catcheur assez haut dans la carte Karama dire qu'il a été enterré parce que c'est pas vrai. C'est le but du catch. Tout le monde a déjà perdu des matchs. Il a été humilié il y a 10 ans à SummerSlam par Brock Lesnar et ça n'a pas empêché d'égaler le record de Ric Flair et une légende du divertissement sportif. Santos Escobar, je peux comprendre aussi. C'est vrai que c'est un catcheur que j'aime beaucoup et je pensais qu'il allait être mieux booké. Après, voilà, je reviens sur l'argument. Est-ce que les catcheurs mexicains ou hispanophobes, c'est pas compliqué de les booker à la télévision nationale aux US? C'est vrai qu'on remettait la faute sur Vince à l'époque. Il y avait enterré Sin Cara quand il a débuté, Andrade quand il avait été appelé dans le main roster après de NXT. Mais peut-être du coup que c'est vraiment la télévision, ça n'adhère pas à la télévision, américaine. Mais en tout cas, pour Escobar, même si j'ai plus trop d'espoir, on verra. Mais ouais, c'est vrai que j'ai plus trop d'espoir pour lui. Mais Andrade, je pense qu'il y a moyen d'en faire quelque chose à voir sur le booking à long terme. Par exemple, pour les call-ups qui viennent d'arriver, prenons le cas de Tiffany Stratton pour la division féminine. C'est vrai qu'elle est arrivée au Royal Rumble et puis elle s'est de suite imposée. Elle a suscité beaucoup d'intérêt par rapport au public. On se souvient encore de Elimination Chamber où tout le monde chantait Tiffy Time. Elle a gagné le Money in the Bank. Honnêtement, c'est une belle réussite. Pareil pour Lyra Valkyria. Peut-être un certain peu moins que Tiffany Stratton, mais ça a bien pris quand même. Elle a atteint la finale du Queen of the Ring et je pense qu'elle a un bel avenir dans le roster. Tout à l'heure, tu as parlé de Carmelo Hayes. Il a battu Randy Orton en 1 contre 1. Il a affronté le champion de la WWE son premier match dans le main roster. Il a participé au Money in the Bank, donc je pense que c'est vraiment un bon début aussi. Après, à voir encore une fois sur le long terme, peut-être que ça marchera pas. Mais en tout cas, pour l'instant, ça marche pour moi et c'est cool. Braun Breaker, pour moi, c'est le Tiffany Stratton de la division masculine. Le gars, il arrive, il défonce tout le monde. Pour moi, c'est du génie ce booking. Alors, les gens se plaignaient parce qu'ils sont pas super patients. Qu'au début, il affrontait que des jobbers, mais au final, regarde, petit à petit, t'as pas fait une Virman ou quoi, tu vois, qui affronte pendant 1 an des jobbers. Non, il a directement été dans le grand bain, il a affronté Sami Zayn une fois à Money in the Bank où le manque d'expérience, on va dire, ça a pas marché. Et puis à SummerSlam, il a réussi à remporter le titre. En 4 mois dans le main roster, il a mis tout le monde d'accord. Et je me languis de voir les futurs call-up parce que je pense que ça peut marcher aussi. Maintenant, au Performance Center cette nouvelle NXT, au final, je pense qu'ils sont plus formés au main roster. Donc je pense que ça peut que marcher. Je me languis de voir dans la division féminine des Roxanne Perez, dans la division masculine. Je me demande ce que Trick Williams va pouvoir faire aussi. Je pense que ça a beaucoup marché. Non, franchement, et il a Dragunov aussi qui a fait déjà des super matchs contre Ricochet et que là on va voir un peu moins, mais je pense qu'on va le voir dans le build de la route vers Bash in Berlin. Et je pense qu'il va vraiment tirer son épingle du jeu à partir du Royal Rumble et tout. Et qu'il aura un bon match à WrestleMania, peut-être contre Gunther, on sait pas. Non, mais en tout cas, pour moi, les call-ups, c'est vraiment le point fort de Triple H cette année. Et j'espère que ça va durer comme ça parce que ça fait plaisir de voir de se dire que les gars et les filles peuvent sortir de NXT et que ils ont des chances de marcher. Parce qu'à l'époque de Vince, dès qu'ils sortaient de NXT, on savait qu'ils avaient une chance de sortir du marché, surtout s'ils venaient du circuit indépendant. Donc c'est cool. Parce qu'à l'époque, je pense qu'ils se comptent sur le doigt d'une main ceux qui ont marché de NXT Black and Gold au main roster. Donc vraiment, ça, c'est son point fort, je pense. Ah oui, c'est vrai que là où je te rejoins, ceux qui ont marché de NXT Black and Gold, en réalité, t'as Drew McIntyre, mais qui était là avant, donc ça compte même pas. Et il y a qui d'autre qui a marché? Ouais, du coup, de Black and Gold, il n'y a pas énormément. Johnny Gargano et Thomas Ciampa sont en main roster, mais bon, pas des choses terribles. Ils ont gagné les titres, mais ils ont vite perdu. Après, je pense que c'est pas très grave, mais à voir sur le long terme ce que ça va faire. Mais sinon, il faut revenir au NXT précédent l'ère Black and Gold. Donc, du coup, pour voir la génération de Seth Rollins, Roman Reigns, et chez les femmes, Charlotte Flair, Sasha Banks, Bayley, Becky Lynch, Alexa Bliss, etc., qui ont bien marché. Mais c'est vrai que l'ère Black and Gold, où on a eu des shows exceptionnels comme NXT TakeOver New York, il n'y a pas réellement des personnes qui ont tiré leur épingle du jeu. Et ça, je pense que c'est la faute d'une personne réellement. Je pense qu'on peut passer au point numéro 3. Alors, dans les commentaires, dites avec qui vous êtes d'accord sur les points, point par point. Maintenant, on va passer au booking à long terme. Et pour ça, je vais te laisser commencer. Alors, le booking à long terme, ça peut être frustrant des fois, je le reconnais. Parce que, par exemple, j'ai été le premier énervé, comme pas possible, quand Cody Rhodes il a perdu contre Roman Reigns à WrestleMania 39. Je me disais, je m'étais dit dans ma tête en fait que ça allait se faire et que je m'étais fait l'idée en fait. Mais au final, non, on a eu une clim. Et au final, ça s'est avéré pas être une mauvaise idée, loin de là. Parce que attendre 1 an, ça a permis à Cody Rhodes de se construire une hype de malade mental, d'en faire le babyface ultime, jusqu'à du coup que
tout un stade chante son theme song, ce qui n'était pas encore le cas à WrestleMania 39. Ça commençait à peine, mais c'était que les prémices. Là, il est arrivé vraiment au sommet de son art à WrestleMania 40. Ça a permis aussi de faire cette rivalité avec The Rock, en incluant aussi Reigns et Seth Rollins, qui a été un moment marquant de ce début d'année de la Road to WrestleMania. Réellement, j'ai passé un super moment devant cette Road to WrestleMania grâce à ça. Ça a permis d'en faire un martyr aussi après l'histoire du Royal Rumble et tout. Donc ça, pour moi, c'est la preuve que le booking à long terme, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Parce que en même temps, on reste dans la cohérence. On reste dans la cohérence et c'est pas des trucs what the fuck qui arrivent et des histoires qui sont tout d'un coup oubliées alors qu'un catcheur était sur une pente ascendante. Après, je peux comprendre le fait du coup que des fois, ça laisse pas de place à l'inattendu, qu'il n'y a pas beaucoup de surprises du coup dans les pay-per-view entre guillemets mineurs et que les changements de titre, on l'a vu, ça se fait surtout dans les pay-per-view du Big Four, voire du Big Two WrestleMania SummerSlam. Mais je pense qu'il y a une demi-mesure à faire. Enfin, il faudrait trouver le juste milieu en fait. Et je pense du coup qu'on va essayer d'en trouver un avec Brooke après qu'il ait fait sa tirade. Entre le fait du coup de garder cette idée de booking à long terme, pas qu'on ait des règnes toujours courts, qu'on garde une certaine légitimité, une certaine cohérence dans les rivalités, mais tout en quand même gardant ce truc de surprise parce que c'est vrai que ça manque, mais ça je pense que Young va nous le dire dans sa tirade. Alors le booking à long terme, en vrai, faut que je différencie les PLE et le booking à long terme et ça va être dur. Le problème c'est que des fois, déjà Hunter il a dit, nous on n'écoute pas les fans sur les réseaux sociaux, on prend pas en compte ce qu'ils disent, il ment. Parce qu'il avait prévu que donc Roman Reigns batte Cody Rhodes à WrestleMania 39, ok. Sauf que même on l'a vu dans le documentaire, de base ce qu'il voulait faire c'était The Rock contre Roman Reigns à WrestleMania 40. Mais les fans l'ont fait changer d'avis. Donc déjà, il a changé la carte et le match par rapport aux fans. Du coup, on se dit que le booking est incroyable et tout, mais en réalité, c'est les fans qui ont engendré le résultat de ce booking à long terme. Sinon, il avait passé à autre chose. Et le problème, c'est que, ok, il y a des trucs qui sont bien bookés sur long terme, etc. Mais si ça change les titres que 2 fois dans l'année, si ton booking, c'est 2 fois dans l'année et le reste du temps, t'as pas besoin de voir les pay-per-view ou les shows, bah c'est pas très intéressant en réalité. Du coup, c'est compliqué parce que des fois, c'est bien et des fois, c'est long pour être long. Et ça, c'est vraiment un très très gros problème pour moi. Donc, c'est dur d'analyser ça. En réalité, je pense qu'il devrait peut-être des fois faire plus du booking sur le court terme et diversifier les rivalités et peut-être les intensifier et pas faire des matchs pour des matchs parce que par exemple, le règne de Cody Rhodes pour l'instant, c'est un peu des matchs pour des matchs. Ça veut dire que Logan Paul, c'était un match pour un match. Et Jay Styles, ok, la rivalité, elle a été courte, mais cool, ça d'accord. Et Solo Sikoa, en fait, c'est du booking pour Roman Reigns. Donc, c'est même pas du booking qui sert ton champion. Donc, moi, j'ai plusieurs problèmes avec ça. Pareil, le booking de Logan Paul, le booking de certains titres qui sont bookés bizarrement. En réalité, le booking de Gunther pour le titre intercontinental, il était bien, ça l'a construit fort, ça l'a préparé pour le titre de champion du monde poids lourd, etc., etc. Damien Priest, le booking était bien, mais pendant un an, t'as eu Logan Paul, champion des États-Unis. Le booking, il en avait rien à faire parce qu'il a tout le titre des États-Unis a perdu son crédit. Les titres tag team ont perdu leur crédit parce qu'ils sont mal bookés. Donc, il se focalise sur des choses en délaissant beaucoup trop les autres choses pour moi. Ouais, mais je pense qu'il faut en prendre des deux côtés en fait, parce que c'est pas con ce que tu dis. Et c'est vrai que des fois c'est nécessaire. Par exemple, peut-être que le règne, je suis certain même que le règne de Roman Reigns était nécessaire parce que c'était à une époque où la WWE était pas dans une bonne période et ça a permis du coup de remettre l'accent sur la fédération, de vraiment remettre la lumière dessus. Et ça a été un coup de génie au final, rien à dire dessus. Pareil pour le règne de Gunther, où à une période où le titre intercontinental était réellement, on va pas se mentir, on va dire les termes, c'était merdique le booking du titre. Ça a permis de mettre une énorme crédibilité comme à l'époque sur le titre. Donc par rapport à ça, c'est cool. Par contre, je te rejoins sur le fait que pas tous les titres ont besoin d'avoir ce même booking. Par exemple, si le règne de Seth Rollins avait duré quelques mois de moins, ça aurait pas été scandaleux. S'il avait perdu le titre contre Finn Balor à SummerSlam 2023, ça aurait pas été scandaleux. S'il avait perdu par la suite contre ce Nakamura 2 mois plus tard, ça aurait fait 6 mois de règne, ça aurait pas été scandaleux non plus. Si Logan Paul avait perdu le titre des États-Unis à WrestleMania, ça aurait pas été scandaleux, loin de là. Donc je pense qu'il en faut du booking à long terme, c'est même vital. Et sur ça, il le fait très bien. Mais je pense que je te rejoins par contre sur le fait que pas sur tous les titres. Parce que des fois, on a besoin aussi d'avoir la surprise sur des pay-per-view mineurs, genre les pay-per-view qui sont passés, Money in the Bank, King of the Ring, Backlash même, à part les titres par équipe féminin où c'était obvious que ça allait changer, on n'a pas eu de surprise tant que ça. Mais voilà, donc tu fais ça sur les titres, sur les rivalités qui en ont besoin, mais pas sur tout quoi. Et je pense que là, ton show, il gagnera encore plus en hype et ça ravira encore plus les fans. Et là, il n'y aura plus rien à dire.
Oui, je suis d'accord. Surtout qu'en plus, à l'époque, quand il bookait NXT Black and Gold, il bookait très bien ses titres par équipe. Et je trouve que depuis qu'il est dans le main roster, il délaisse beaucoup la division par équipe. Et ça, je trouve que c'est étonnant parce que franchement, je pensais que ça allait être un de ses points forts. Et j'ai l'impression que c'est peut-être même son plus gros point faible. En vrai, c'est la division tag team. C'est comment il est book, les matchs qu'il fait, les rivalités, c'est pas très intéressant. Donc ça, pour moi, c'est étonnant. Je pensais que ça allait peut-être être sa grosse réussite. Et pour moi, son plus gros flop pour l'instant, c'est son booking de la division par équipe. D'accord, depuis WrestleMania, ça a pris un coup. C'est pour ça que j'étais pas trop dans le train de faire gagner, par exemple, Awesome Truth à WrestleMania. À la limite, oui, ça fait un super moment, mais dans ces cas-là, tu leur fais perdre le titre le lendemain à la Zack Ryder à WrestleMania 32. Et puis voilà, ça aurait pas choqué le monde s'ils avaient perdu le titre le lendemain. Mais avant ça, du coup, le titre pour le booking des titres par équipe, je le trouvais assez sympathique. Le Judgment Day, je trouve qu'ils ont eu un run sympa. Je pense que vraiment la victoire de Awesome Truth, ça a un peu desservi les matchs pour les titres par équipe et c'est dommage. Ouais, je suis d'accord. Je trouve que c'est depuis WrestleMania 40 parce que le Judgment Day c'était très très bien booké. Mais depuis WrestleMania 40, déjà les choix des gagnants étaient douteux. Grayson Waller et Austin Theory et Awesome Truth. Ça faisait deux équipes un peu comedy wrestling, donc un peu le. Je sais pas, moi je trouve que c'était un peu douteux comme choix de gagnant. Donc voilà. Ah, je suis d'accord. On va pouvoir aborder le prochain point qui est la division féminine. Donc la division féminine. Alors, le problème que j'ai avec Triple H sur la division féminine, c'est que j'ai l'impression qu'il ne crée pas de nouvelles stars. Alors là, je sais ce qu'on va me dire, Tiffany Stratton, Nira Valkyria, ok, c'est 2 personnes, ok, ça veut dire qu'il faut se détendre, c'est pas non plus 10 000 personnes qui sont des top stars et tout. Ils se reposent beaucoup sur des anciennes formules qui marchent bien, Charlotte Flair, dès qu'elle n'est pas blessée, elle est dans la course au titre, elle prend des titres. Dès qu'il a eu un petit problème, il savait pas quoi faire. Becky Lynch prend un titre. Bayley prend un titre. Après, Bayley, franchement, ça c'était une bonne idée. Le booking de Bayley était bien, ok. Mais c'est pas une nouvelle tête d'affiche. La vraie nouvelle tête d'affiche qu'ils ont eue, c'est Jade Cargill, mais c'est pas quelqu'un qui l'a créé, c'est quelqu'un qui l'avait déjà dans les mains, parce qu'elle était de AEW, c'était la seule star féminine de la AEW à l'époque. Donc, je trouve que le booking de la division féminine, il a discuté. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que quand Vince McMahon allait partir, ça allait être exceptionnel, le booking de la division féminine. Je trouve qu'il est ok, que c'est pas scandaleux, mais je vois pas une révolution depuis qu'il y a Hunter. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le booking de Liv Morgan parce qu'ils disent que c'est rabaisser des femmes et tout, etc. Je suis pas vraiment d'accord parce que je pense que c'est bien d'avoir des personnages différents et variés, donc ça, à la limite, pourquoi pas. Mais c'est pas la claque que j'avais à NXT Black and Gold. Ça veut dire que le booking est bien, le booking est sympa, ça manque de nouvelles stars, j'ai un peu l'impression. La division par équipe féminine, heureusement qu'il y a Jade Cargill et Bianca Belair pendant un moment, sinon ça aurait été toujours aussi catastrophique qu'avant. Je pense qu'il serait bien inspiré de supprimer les titres par équipe féminin, et de faire un titre mineur féminin qui irait entre Raw et SmackDown. Je pense que ce serait beaucoup mieux pour la compétition et ça ne créerait pas des tag teams qui n'en sont pas réellement au final, qui se mettent juste en équipe pour avoir un titre qui sert pas à grand chose. Donc je pense qu'il serait bien inspiré de faire ça. Des fois, je trouve aussi qu'il y a des rivalités qui sont pas pertinentes. Et par exemple, la Money in the Bank, il n'y avait pas de match féminin à part le match pour la mallette. Ça m'a aussi un peu dérangé. Donc voilà, le booking un peu de la division féminine, il est pas nul, mais je vois pas une révolution depuis qu'il est là, personnellement. Je comprends les arguments parce que c'est vrai que prenant l'exemple de la rivalité Bayley et Io Sky, c'est vrai que ça a été une rivalité que niveau storyline décevante. Mais après, et pour moi, c'est le point fort de ce booking, c'est que certes des fois les storylines sont décevantes et encore là on crée des storylines intéressantes, j'ai envie de te dire, parce que on aime ou on n'aime pas, mais c'est vraiment la storyline de Liv Morgan, Rhea Ripley, Dominique, c'est vraiment une storyline marquante de ce milieu d'année. C'est un peu le fil rouge de Monday Night Raw, donc ça prouve la place aussi la place des femmes dans le show, quoi. On les voit plus que 2 minutes dans un Raw de 3 heures, quoi. Maintenant, Liv Morgan et Rhea Ripley, c'est vraiment le fil rouge, c'est la DA du show. Donc ça c'est cool par rapport à ça. Les matchs suivent parce que le Money in the Bank féminin, par exemple, était excellent. Certains même diront qu'il était meilleur que celui des garçons. Le Royal Rumble féminin était super aussi. Encore une fois, certains diront qu'il est meilleur que celui des garçons. Ça, je partage pas totalement, mais ça peut se discuter. Peut-être du coup que des absences fondamentales comme Charlotte Flair, ça manque un peu en ce moment pour offrir des bons matchs, des meilleurs matchs du coup, et élever encore plus du coup pour proposer aux nouvelles du coup des adversaires de haute qualité. Puisqu'il manquait un peu au règne de Rhea Ripley, adversaire de son standing.
C'est vrai que pendant ces 1 an de règne, il avait enchaîné contre Zelina Vega, Zoé Star, quoi. C'est pas des top stars qui te font faire un règne marquant, donc son règne était un peu décevant par rapport à ça. Je suis d'accord sur le truc qui manque des top stars en fait. Mais les top stars, elles ont pas été souvent là en fait ces derniers temps. Alors du coup il faut en créer, c'est vrai. Mais là en fait on revient sur le booking à long terme, ça se crée. Mais il va falloir un peu de temps du coup pour que Tiffany Stratton, Lyra Valkyria soient considérés comme une top star. Après, par exemple du coup je sais que je suis un peu le seul avec Teddy dans les Gaulois à trouver le retour de Nia Jax génial. Je la trouve très crédible et très propre depuis son retour. Franchement c'est un sans faute pour moi. Après bien évidemment c'est pas la catcheuse du siècle, c'est pas la meilleure catcheuse au monde, loin de là. Mais ça fait le taf et ça le fait bien même. Et je pense qu'elle mérite son titre et que ça peut faire un match cool maintenant qu'elle botche plus contre Charlotte Flair. Si elle revient à SmackDown par exemple, c'est un match que j'ai vraiment envie de voir. Et c'est vraiment les perspectives de l'avenir. On sait que Nikki Cross est revenue. Alors qu'est-ce qu'elle va faire dans ce rôle avec la Wyatt Six? Est-ce qu'elle va avoir un booking vraiment avec les garçons ou est-ce qu'elle va avoir son booking à la division féminine? On sait qu'Alexa Bliss va revenir également. Donc quel booking elle aura? Est-ce qu'elle sera mid-carder? Est-ce qu'elle sera Joe Buzz? Est-ce qu'elle reviendra sur l'affiche? On verra aussi. Mais en tout cas, la relève est assurée. Il y a toujours Bianca Belair qui, à mon avis, pourrait avoir un heel turn pour changer un peu de personnage, parce que ça commence à tourner en rond et avoir une super rivalité peut-être contre Jade Cargill. Pour moi, il y a plein de potentiel de se réjouir avec cette division féminine. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose dont je ne me fais pas de soucis, parce que je pense qu'on aura vraiment de belles rivalités et de beaux matchs, sans compter la génération qui va arriver dans le futur. Elle n'est pas encore là, d'ailleurs on compte d'abord sur Shawn Michaels pour leur faire un super booking à NXT, mais Roxanne Perez, la championne, et Julia et Stephanie Baker qui vont arriver un sous peu à NXT. Voilà, je pense que réellement d'ici quelques années, la division féminine va prendre une énorme ampleur. Là on revient sur le booking à long terme, pour l'instant on est dans la construction, mais je pense vraiment que ça va péter dans quelques mois, quelques années. Alors, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Après il y aura le retour de Alexa Bliss, Charlotte Flair, mais du coup ça fait des top stars. Mais tu ne crées pas, tu n'as pas la possibilité donc de créer des nouvelles stars. C'est pour ça que je trouve qu'il serait vraiment super inspiré de faire un titre mineur féminin, parce que tu pourrais mettre tes gros stars que tu as depuis longtemps, Charlotte Flair, Alexa Bliss, Bayley, peut-être vers un peu de titre mineur. Comme ça, tu donnes l'occasion de s'élever à des nouvelles personnes, ou même tu commences par faire gagner un titre mineur après la transition vers un titre majeur, plutôt que faire des équipes pour aller décrocher un titre tag team, puis au final il n'y a jamais de storyline intéressante derrière. La dernière storyline marquante c'est Shayna Baszler et Ronda Rousey, donc ça date déjà un peu. Après il y a eu Jade Cargill et Bianca Belair, ok, mais il n'y a pas eu de heel turn pour l'instant, donc elles l'ont gagné, elles ont été compétitives, elles l'ont défendu, ok, mais ça n'a pas amené une histoire pertinente. Alors qu'avoir un titre mineur, ça amènerait d'autres histoires, ça permettrait à d'autres superstars de s'élever ou de faire tourner des titres entre grandes stars déjà établies, Rhea Ripley, etc., Yoska, Asuka et tout. Et donc je pense que ce serait bénéfique pour tout le monde, donc je pense que vraiment, moi, si je voudrais voir quelque chose pour la division féminine, c'est ça, un titre intercontinental féminin. Je suis totalement d'accord avec ça par contre. Mais c'est vrai que le titre par équipe, pour moi, il faut arrêter parce que ça fait 5 ans qu'il est là maintenant, déjà 5 ans. Et au final, quel règne marquant tu retiens? Pas énormément, ou c'était des règnes de face fad, ou c'était des règnes de heel assez courts et oubliables. Ça dessert réellement parce qu'effectivement, ça coince les catcheuses par équipe, des équipes un peu venues de nulle part. Je suis d'accord aussi qu'il faudrait l'enlever pour créer un titre mineur. Comme tu as dit, je suis totalement d'accord avec ça. Envoyer les top stars sur le titre mineur pour le crédibiliser, un peu comme Gunther avait pu faire pour le titre intercontinental. Un long règne peut-être d'une top star sur le titre mineur qui se fait battre après par une nouvelle, genre je sais pas, moi je une connerie, genre par exemple une Charlotte Flair qui prend le titre mineur et qui se fait battre après un long règne par Roxanne Perez. Franchement ça pourrait avoir de la gueule je pense, et ça permettrait de crédibiliser Roxanne Perez lorsqu'on arrive dans le roster principal. Donc je suis totalement d'accord avec ça, et ça pourrait vraiment faire la différence dans le booking à long terme par rapport à ça, et vraiment que la division féminine explose, donc je suis totalement pour. Ok, donc pareil, dites dans les commentaires avec qui vous êtes d'accord, ou est-ce que justement vous avez un point de vue, une passerelle entre nos deux points de vue. Maintenant, on va s'attaquer au dernier point de la vidéo, la gestion des Premium Live Events par Triple H. Du coup, je te laisse commencer pour ce point-là. Bah, écoutez, la gérance des PLI, elle est cool pour moi dans le sens où moi j'ai toujours été le genre de gars qualité avant la quantité. Alors je sais, voilà, je sais exactement ce que tu vas répondre, il n'y a pas de souci par rapport à ça. J'étais un gars qui était allé à WrestleMania 35. J'ai vu le show de mes propres yeux. Le show il a duré 8 heures, un truc comme ça. La carte, elle était alléchante sur le papier, mais tu peux pas faire un bon show avec des matchs avec une carte de 8 heures où le public à la fin il s'est endormi, surtout avec le froid
quand ça se passe dans des grands stades dans la côte Est, comme ça peut être le cas pour WrestleMania 40 par exemple et WrestleMania 35, et avec des matchs de 2 minutes. Non, ça marche pas, parce qu'à WrestleMania 35, il y a eu beaucoup de matchs raccourcis à cause du temps qui manquait. Là, par exemple, sur les pay-per-view mineurs, t'as 5 matchs. Les pay-per-view, ils durent 2h30, 3h. Ça permet de faire 5 matchs assez longs, ça de faire des vrais gros matchs. Et les pay-per-view, les PLI, ils gagnent en qualité. SummerSlam, ça a duré 4 heures, si je me souviens bien. On a eu 7 matchs et les 4 heures, elles ont été très bien utilisées. 4 heures pour moi sur un pay-per-view comme SummerSlam, c'est le temps idéal parce que du coup on n'a pas vu le temps passer, c'était cool. Bon, on a eu des moments de joie, des moments où c'était un peu plus chiant et tout par rapport aux résultats, par rapport au booking, c'est normal, mais n'empêche que les matchs ont été tous assez longs, à part peut-être le Sami Zayn Braun Breaker qui a été un peu moins long, mais n'empêche qu'on a tous passé un super moment et on se souviendra des matchs un peu plus longtemps que les matchs de 2 minutes oubliables quoi. Après, effectivement, c'est vrai qu'on pourrait se dire que rajouter un match ça va pas tuer, mais après je comprends le truc aussi de 5 matchs, ça permet réellement de faire des matchs de 15 minutes maximum, 10-15 minutes minimum, et ça permet de pas faire un show imbuvable. Ou pensons aussi aux fans européens du coup qui regardent le show dans la nuit quand il est pas en Europe. À 4h du matin, on commence vraiment à bailler et tout, et si on n'a pas pris de boisson énergisante comme certains, ça commence à devenir compliqué, donc on accepte bien des shows qui se terminent avant 4h quoi aussi. On regarde après facilement, puisque on sait que si on a la replay et tout sur Network ou quoi, on n'a pas 3h30 ou 4h de show ou 5h de show à regarder. Voilà, c'est vraiment assez court, on peut regarder ça assez rapidement et c'est cool. Ça permet aussi de construire plus d'histoires pour Raw et SmackDown, puisque du coup plus de titres sont défendus à Raw et SmackDown aussi. Ça permet du coup de crédibiliser et puis de donner de l'attente pour les shows weekly aussi. Pas tout ne se passe en pay-per-view, ça j'aime bien ce côté-là. Après voilà, on peut discuter sur le fait que 5 matchs impérativement et pas un de plus, c'est bête. C'est vrai que des fois je me dis par exemple Backlash, un match de plus ça aurait pas tué. Après Triple H est dans son truc et je pense que tu vas pas le louper par rapport à ça, donc je te laisse la parole. Alors, par où commencer? En fait, il fait le même format que quand il était à NXT Black and Gold, 5 matchs. Sauf que tonton, t'es plus à NXT Black and Gold. T'as beaucoup plus de titres, t'as beaucoup plus de gens. Faut mettre des gens sur des cartes. T'as des titres par équipe, et ça apparemment il l'a oublié. C'est-à-dire que depuis WrestleMania 40, les titres masculins par équipe, il n'y a pas eu de défense. Il y a eu à Backlash. Mais bon, le match n'a pas été très marquant, le match a un peu servi à rien. En plus, c'était vraiment, là pour le coup, il a fait un match qui a fait rien avancer du tout. Et moi, je trouve que à l'époque, ok, il y avait 7-8 matchs, plus 2 matchs dans le kick-off. Maintenant, on est à 5 matchs dans les PLE mineurs, sans match dans le kick-off. Moi, je trouve que franchement, ça serait pas déconnant. Tu rajoutes un match de 15 minutes et un match dans ton kick-off, ça fait 7 matchs. Tu peux mettre tes cheats par équipe, surtout qu'à l'époque, quand ils faisaient NXT Black and Gold, je me répète, ils commençaient toujours par un banger tag team pour ouvrir ses shows. C'est toujours incroyable. Tu peux mettre un match dans ton kick-off pour un titre mineur, pour un titre par équipe, voilà. Comme ça donne déjà aux gens envie d'aller voir. Ils se disent bon, il y a eu un match avant, c'est cool, peut-être on va voir le show principal. Ce qu'ils faisaient avant, maintenant ils le font plus du tout, du coup c'est dommage. Et il y a un deuxième point négatif, c'est que hormis le Big Four, il se passe rien du tout. C'est-à-dire que tu peux arrêter le catch de WrestleMania à SummerSlam, t'as eu aucun changement de titre pour les gros noms. Si tu peux arrêter le catch et revenir tous les 4 mois, tu crées pas d'intérêt, tu crées pas de désir. C'est-à-dire que tu te dis, on peut louper les weekly parce qu'on va se rattraper au pay-per-view, on aura un changement, on va reprendre et tout. T'arrives au pay-per-view, il se passe rien du tout. Aucun changement de titre, rien du tout. En fait, il ne change pas de titre tant qu'il n'a pas de gros événements. On va prendre l'exemple de Braun Breaker. Quel a été l'intérêt scénaristique de le faire perdre à Money in the Bank? La réponse, c'est simple, c'est aucun. C'est-à-dire qu'il a eu un rematch un mois après, alors qu'il aurait pu gagner un mois avant, en conservant sa série d'invincibilité qu'il aurait donc plus crédibilisé. Là, ils ont eu un match de 5 minutes, donc en plus, c'est même pas vraiment un squash. C'est-à-dire qu'il a gagné avec un mois de retard, parce qu'il fallait le faire gagner à SummerSlam dans un pay-per-view du Big Four, alors qu'en réalité, non, tu pouvais le faire gagner très bien à Money in the Bank. Ça aurait eu plus de logique scénaristique. Du coup, j'ai un peu peur, concrètement, qu'on s'emmerde, à part dans les Big Four. Et ce qu'ils pourraient faire, parce que de toute façon, on va y arriver, moi je pense qu'on va y arriver tôt ou tard, ils nous ont déjà annoncé qu'en 2025, SummerSlam sera sur 2 nuits comme WrestleMania. Je pense qu'ils feront tous les pay-per-views du Big Four sur 2 nuits. Je pense qu'ils feront le Royal Rumble sur 2 nuits, avec Royal Rumble féminin en nuit 1, Royal Rumble masculin en nuit 2, ou inversement. Et Survivor Series, ils feront sûrement sur 2 nuits, mais peut-être beaucoup plus tard. Mais je pense que le Royal Rumble sur 2 nuits, d'ici 2026 ou 2027, ça arrivera. Donc je pense que si tu fais tous tes pay-per-views du Big Four sur 2 nuits, donc 5 matchs sur 2, 5 matchs nuit 1, 5 matchs nuit 2, ou 4 matchs nuit 1, 4 matchs nuit 2, c'est pas déconnant. Et je pense que tu peux faire 6 matchs
plus un match dans le kick-off pour tes pay-per-view mineurs et que tu fasses des changements de titre. Qu'on regarde pas un PLE pour se dire ah bah on regarde un show mais on sait qu'il va rien se passer. Parce qu'au final, Drew McIntyre il s'est fait bolos à Money in the Bank, à Clash at the Castle, c'était prévisible as fuck, tout le monde savait ce qui allait se passer, aucun suspense. En fait, si je regarde un PLE et que je peux prévoir tout ce qui va se passer, bah en fait ça m'intéresse pas. C'est simple, c'est-à-dire que moi j'ai envie d'être surpris positivement ou négativement. Même si c'est négatif, je vais rager, je vais me dire ah pourquoi ils ont fait ça et tout, je vais pas voir ça, mais moi je vais être surpris. C'est-à-dire ce que j'ai envie de voir, c'est de la surprise. À SummerSlam, j'ai été surpris de la trahison de Finn Balor par Damian Priest. J'avais dans un coin de ma tête, mais je me dis non, ils vont pas le faire et tout, etc. Donc moi j'ai envie d'être surpris. Et si je suis pas surpris, bah ça me gave. Ouais, non, mais je comprends l'argument. C'est vrai que des fois, ça me saoule un peu aussi. Après, je pense que, par exemple, à Backlash, on a été surpris, par exemple, avec l'arrivée de Tangaloa. Quelques semaines plus tard, il y a... Bon, c'était pas un pay-per-view, oui, c'est dommage de pas l'avoir considéré par un pay-per-view, Jacob Fatou, peut-être. Mais c'est vrai, du coup, qu'il faut donner l'intérêt aux autres pay-per-view mineurs. Ou alors, tu transformes les Big Four en Big Five, que tu fais comme à l'époque de Vince, et tu fais, par exemple, Money in the Bank, tu le transformes en pay-per-view majeur. Et ça te permet en même temps, du coup, de pas avoir trop à attendre entre chaque pay-per-view majeur. Et du coup, de pas avoir de soucis par rapport entre WrestleMania et SummerSlam, d'avoir quasiment 5 mois sans avoir de surprise et en pouvant tout prévoir à l'avance. Donc c'est un truc à penser, peut-être faire effectivement tous les pay-per-view d'un potentiel Big Five sur 2 nuits, et ce qui permettrait du coup d'avoir 2 mois entre chaque pay-per-view majeur. Et dans les pay-per-view mineurs, par exemple, tu peux faire des rivalités de mid-card, mettre des rivalités de mid-card et les matchs par équipe, par exemple, à la limite, ou des rivalités sans titre. Ça permettrait de donner de l'exposition à tout le monde. Par exemple, je pense, on en revient, mais à Santos Escobar, si jamais il y a plus de pay-per-view majeurs, il pourrait tirer son épingle du jeu d'abord dans les pay-per-view mineurs, se montrer, regagner la confiance de Triple H si t'es perdu, et après repartir de plus belle, quoi. Mais je te rejoins sur le fait que ça peut être pénible des fois. Je peux comprendre le truc, après moi ça me dérange pas, parce que malgré tout, je kiffe les matchs, et je pense que des fois on est assez surpris quand même. Je pense que cette année on a été assez surpris, peut-être moins en 2023, tu vois, mais en 2024 je pense qu'on a été assez surpris, mis à part du coup entre Backlash peut-être et SummerSlam. C'est vrai que ça a été un petit trou pendant le début de l'été, et j'espère que ça va pas repartir la plus belle jusqu'au Survivor Series. J'espère qu'on aura un peu de surprise jusqu'au Survivor Series Royal Rumble, mais là j'ai pas trop à me plaindre de SummerSlam par rapport à ça, même au contraire, comme tu l'as dit. Début de l'année a été cool par rapport à ça. À partir de Backlash, c'est vrai que c'était un peu chiant, et là du coup j'espère que ça retournera pas dans ce travers. Mais c'est vrai du coup il faut réfléchir à des trucs pour contenter tout le monde, et pour avoir des pay-per-view hypants à peu près régulièrement et sans avoir à attendre une plombe. Je suis d'accord. Et surtout aussi le downgrade de Money in the Bank, parce que sous la fin de Vince McMahon, il considérait vraiment Money in the Bank comme le top 5. En vrai, c'était passé à top 5. Et là, Hunter, ce qu'il a fait cette année sur Money in the Bank, c'est clairement un downgrade. C'est-à-dire que t'as bolos la mallette masculin la nuit où tu l'as fait gagner. Pas de changement de titre pour Braun Breaker. Vraiment, là, le downfall de Money in the Bank, pour moi, c'est un pay-per-view banal. Ouais, je suis d'accord que ça mériterait d'avoir plus d'exposition. C'était une des dernières bonnes idées de Vince en soi, de faire de Money in the Bank un pay-per-view du Big Five, transformer le Big Four en Big Five, et je pense que c'est quelque chose qui pourrait reprendre aussi. Par contre, ce que j'aime bien avec Hunter, c'est que il a pas peur d'enchaîner les gros matchs. Et ça, je trouve que c'est bien. Il enchaîne les gros matchs, alors que souvent, on disait, oui, il faut souffler entre le main event, le match d'avant et le match d'avant. Hunter, il fait pas ça. C'est-à-dire, il enchaîne les bangers. C'est-à-dire, la fin du show, il fait toujours 2 co-main events, voire ces 3 gros matchs, il les fait en fin de show. Et en vrai, je trouve que les gens, ils ont pas besoin de souffler. Il y a beaucoup de gens qui disaient, oui, il faut souffler et tout. Et non, je pense que quand t'es chaud, t'es pris dans le truc, t'enchaînes plus facilement même. Parce que j'ai l'impression que si t'as un match qui descend un peu, t'as plus de mal à remonter, t'as plus de mal à rechoper l'adrénaline, alors que là, t'es chaud, t'es dans le feu de l'action. Du coup, ça, franchement, je trouve que c'est le point positif de son booking en PLE. Ouais, en fait, je comprends l'argument quand la qualité et quand la position des matchs est inégale. C'est-à-dire, quand c'était le foudoir comme à l'époque de Vince, je pouvais comprendre du coup qu'après t'enchaîner avec 3 gros matchs, c'était un peu le bordel, quoi, parce que c'est chiant. Après, moi j'étais très fan du booking de Triple H par rapport à ça, à l'ère NXT Black and Gold, où il commençait par les matchs du coup par équipe, donc le match entre guillemets le moins important de la carte, pour monter ensuite en pression jusqu'à avoir les matchs les plus importants petit à petit. Donc ça c'est un truc cool. Bon là, en opener du coup il est un peu obligé je pense de toujours mettre un match pour chauffer la salle, parce que ça a toujours été fait. Mais après du coup il calme un peu le jeu, et puis il remonte un peu en pression jusqu'à la fin du show. Donc c'est cool par rapport à ça. Mais l'argument je pouvais le comprendre, ouais, à l'époque de Vince en tout cas. Et en tout cas, je pense qu'on est d'accord, parce qu'on l'a dit plusieurs fois dans la vidéo. Vraiment, les ouvertures Black and Gold de NXT Tag Team, quel banger. Ah, grave. C'est le truc qu'on a le plus dit dans la vidéo, je pense. C'est NXT Black and Gold, les ouvertures Tag Team. Ah, les souvenirs.
C'est tellement Ah, bien. vrai. Même Honey Lorca et Daddy Burch, ils faisaient des matchs de fou, imagine. Ah, grave. Donc, bon, en vrai, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que t'as un truc à rajouter? Non, non, mis à part, n'hésitez pas à nous donner votre avis, et puis dans le respect, on débat sans souci, ça avec plaisir. On sait que pas tout le monde ne recherche le même truc dans le catch, donc s'il y en a qui préfèrent la qualité in-ring, plus le côté storyline, il n'y a pas de souci. Dites-nous un peu vos avis, vos attentes et sur le futur du booking de Vince et ce que vous en pensez depuis qu'il a pris le pouvoir il y a 2 ans. Voilà, c'est la fin pour cette vidéo. Si vous avez des idées, des thèmes, dites-le dans les commentaires. Et peut-être qu'on les fera pour de prochaines vidéos miroirs. J'espère que vous avez aimé. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Tchuss, des bisous. Ciao!